Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de notre rendez-vous quotidien consacré à l'Open d'Australie. Ravi de te retrouver Louis, salut. Salut Christelle, j'espère que tu vas bien. Ça ira totalement mieux quand j'aurai pu retirer les lunettes, mais allez, c'est encore une question de quelques jours et l'œil sera totalement rétabli. Alors, au programme du jour, eh bien, les premiers et deuxièmes tours sur les cours de Melbourne Park, dans des conditions plus fraîches que la veille pour le plus grand bonheur des joueurs. La pluie s'est même invitée dans la night session qui se termine d'ailleurs au moment où nous enregistrons ce podcast. Frances Tiafoe est en train de jouer son troisième set. Il a gagné les deux premiers et Yasmine Paolini est également en train de terminer son match. Et puis on a la jeune Ivajovic qui est en train de dérouler là face à Priscilla Hon. Voilà les trois matchs qui restent à jouer aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises à épingler dans les tableaux masculins et féminins. Les têtes de série ont tenu leur rang. Les deux numéros 1 mondiaux ont déroulé. Deux Belges ont été éliminés en double. On va voir tout ça avec Louis, mais nous remercions également chaleureusement David Dessourou et Maxime Descamps qui nous ont aidés comme chaque jour à préparer ce podcast. Je tiens aussi à remercier Catherine qui a la chance d'être en Australie et qui nous envoie des photos chaque jour depuis Melbourne. Elle va faire des photos des Belges, un petit peu envoyer quelques ambiances parce que voilà, les photos sont tout simplement impayables auprès des agences pour une petite structure comme Je sais tes podcasts. Donc c'est un immense coup de pouce de la part de Catherine du compte Instagram Cat Tennis Pics. Je la remercie infiniment et on peut y aller. Louis, hier on avait commencé par les hommes, donc on va commencer par les femmes aujourd'hui. La numéro 1 mondiale déroule à Melbourne. Aryna Sabalenka, elle a battu facilement Bai Zhuoxian 6-3, 6-1 pour rejoindre le troisième tour. Alors cette joueuse chinoise ancienne 83e mondiale a été écartée des cours pendant près de 13 mois entre l'US Open 2024 et octobre 2025 en raison de blessures au bas du dos et à la cheville. Donc elle n'a disputé qu'un tournoi sur cette période. Elle est de retour, elle est maintenant 700e mondiale, mais elle mériterait un classement bien supérieur au vu du match face à Sabalenka. Le score est dur, je trouve, pour Joshuan, parce que voilà, c'est 6-3, 6-1. Ça aurait pu être un tout petit peu plus sévère pour Sabalenka, mais elle est quand même largement au-dessus. On a la chinoise qui se remet un tout petit peu. Elle n'est pas encore tout à fait dans le rythme. Et je voulais montrer à quel point aussi Sabalenka changeait un peu et se transformait un peu en Serena Williams. Elle devient une vraie star, je trouve, du circuit, une rockstar qui dépasse un peu, en fait, l'entendement du tennis. Elle le dira elle-même en conférence de presse. C'est incroyable. Je vois toutes les affiches, même si je dois me concentrer sur le match et puis sur l'écran. Il montre ces magnifiques affiches. Quelle créativité. Merci beaucoup à vous tous. Ça me touche énormément. J'ai voulu inspirer la nouvelle génération. Je voulais être un modèle pour eux. Vous m'inspirez vraiment. Merci infiniment d'avoir apporté ces affiches et de me soutenir. Et on le voit, je pense qu'elle est même admirée par les autres joueuses du circuit. Je pense à une Anisimova qu'elle a insérée dans un de ses TikTok avec Paola Badoza. Voilà, elle prend un peu aussi comme exemple cette Sabalenka. Évidemment, il faut être sérieux quand on joue au tennis. Il y a des enjeux. Les joueuses ne sont pas toutes copines, mais elle apporte aussi cette gaieté en tant que numéro 1 mondiale. Et je voulais aussi, évidemment, comme d'habitude, donner des petits chiffres en statistiques, parce que voilà, ça donne le tournis du côté de Sabalenka. Les 38 derniers matchs d'Aryna Sabalenka en première semaine du Grand Chelem, ah ben c'est simple, c'est 38 victoires et 0 défaites en concédant seulement 3 sets. Et puis, dire à quel point elle s'insère aussi petit à petit dans l'histoire du tennis et de la WTA. Depuis 2000, seuls Serena Williams et Iga Swiatek ont remporté 25 victoires en Grand Chelem en tant que numéro 1 mondial, en moins de matchs qu'Aryna Sabalenka. Serena Williams est à 26 matchs, Iga Swiatek 27 et Aryna Sabalenka 28. Donc c'est dire à quel point aussi elle est constante. Et pour rappel, elle n'a que 27 ans, donc elle a encore au moins 7 ou 8 belles années devant elle si ça continue comme ça avec le physique qu'a la Biélorusse. C'est tant mieux si elle prend une nouvelle dimension sur le circuit. Moi, j'ai pas toujours été totalement en phase avec ses manières d'être en conférence de presse, notamment après certaines défaites. À la Roland-Garros l'année passée, c'était pas un grand exemple pour la
la jeunesse si c'est un exemple qu'elle a envie d'être. Donc bon, espérons que 2026 lui permettra de corriger un petit peu ce côté parfois un peu mauvaise perdante qu'elle peut avoir. Et son prochain tour, eh bien, ce sera contre Potapova. Ça monte en intensité, mais c'est clair qu'elle a envoyé un gros signal. Sabalenka, sur ses premiers tours, là, elle est vraiment très solide. Alors, pour son 11e Open d'Australie, Elina Svitolina est passée au 3e tour, 7-5, 6-1. Face à la joueuse qualifiée Klimovikova, contre qui elle a frappé 28 coups gagnants. Gros choc en perspective au 3e tour pour l'Ukrainienne, puisqu'elle joue contre Diana Schneider, qui a dû sauver 3 balles de match à 4-5 dans le 2e set face à l'Australienne Talia Gibson, avant de s'imposer en 3-7. Et inutile de rappeler à quel point jouer contre une joueuse russe motive Elina Svitolina. L'Ukrainienne poursuit en tout cas son impressionnante moisson en 2026 avec 7 victoires consécutives. Elle est tout simplement invaincue cette année. Oui, c'est vraiment impressionnant. Quand on sait qu'elle a été maman, elle a eu une période un petit peu de moins bien. Là, elle revient en boulet de canon en cette année 2026. Elle n'a plus perdu au 2e tour de l'Open d'Australie depuis 2016. Je parlais de la constance d'une Aryna Sabalenka. C'est la même chose pour elle. Elle a eu un premier set qui était accroché, mais le deuxième, elle a complètement déroulé. C'est vrai que tu le dis, il y a ce petit supplément d'âme quand elle joue une Russe. Et en conférence de presse sur le terrain, elle finit son match. Elle est extrêmement heureuse et on lui parle évidemment de qui, de son mari qui a joué hier, Gaël, mon fils. Voilà, on lui dit, votre mari a perdu hier, il a joué son dernier Open d'Australie. Quel impact ça a-t-il sur vous émotionnellement? Et je trouve que c'était une très belle question. Donc, elle était évidemment très triste et on lui demande quel sera le rôle alors de Gaël maintenant qui va arrêter sa carrière. Est-ce qu'il va t'accompagner ou est-ce qu'il reste simplement ton mari? Et va-t-il vous donner des conseils aussi? Parce qu'on le voit très souvent sur le bord du terrain quand Elina Svitolina joue. Et elle dit, ce sera juste un mari, je dirais. Effectivement, c'est difficile de pas parler de tennis. Étant tous les deux assis au niveau et participant au même tournoi, le tennis fait forcément partie intégrante de notre vie. Les années passent et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis sûr que nous en profiterons en famille et je pense que c'est ce qui compte le plus pour nous. Et effectivement, et je pense aussi que le fait que Gaël soit là, à côté d'elle, va encore plus l'aider lors de cette année 2026 et après, évidemment, quand Gaël aura terminé sa carrière. Et hier, Louis, on n'a pas évoqué justement cette joueuse ukrainienne, une autre ukrainienne, Oleksandra Olinikova. On l'a citée Oui, brièvement parce qu'elle avait c'est été vrai. battue par Madison Keys, mais elle a mené un beau combat durant cet Open d'Australie. Elle avait envie de montrer au monde entier quelle bataille les Ukrainiens menaient contre les Russes actuellement. Et donc, elle a arboré en conférence de presse un t-shirt sur lequel il était indiqué «N'oubliez pas les femmes et les enfants qui souffrent chaque jour dans notre pays». Voilà, c'était important de pouvoir l'évoquer parce elle est venue pour jouer au tennis en Australie, mais aussi pour raconter son histoire et défendre son pays face à l'invasion russe. Et ça, c'est hyper important par les temps qui courent. Parenthèse fermée, 5e victoire consécutive pour Zeynep Sönmez, cette joueuse turque 112e mondiale qui s'est extirpée des qualifications avant de devenir la première turque au 2e tour de l'Open d'Australie. Elle est désormais au 3e tour après sa très belle performance contre Anna Bondar. Toujours difficile à jouer cette hongroise, eh bien elle l'a battue 6-2, 6-4. Et je sais pas si t'as vu, bon, il y a certaines nations comme ça, cette folie dès que leurs joueurs se déplacent sur les tournois. Il y avait des dizaines et des dizaines de drapeaux turcs, une ambiance phénoménale quand on sait qu'elle est, comme tu le dis, 112e mondiale. Mais elle est habituée forcément à se rendre sur des tournois plus petits, dans lesquels il y a peut-être allez, une dizaine de spectateurs qui la regardent maximum. Et là, forcément, elle se retrouve poussée par toute sa nation. Et c'est ce qui, évidemment, lui donne des ailes. Et elle écrit l'histoire aussi de cette Turquie à l'Open d'Australie, parce que c'est la première Turque de l'Air Open à remporter 2 matchs consécutifs et atteindre le 3e tour. Elle en est voilà, à 5 victoires consécutives, comme tu l'as dit. Elle vient des qualifications avec un seul set perdu depuis le début du tournoi. Et elle va jouer au prochain tour Putintseva qui a battu Elsa Jacquemot. Elsa Jacquemot a totalement dégoupillé. C'est une
face qu'on n'aime pas du tout voir chez elle. Elle a directement invectivé son entraîneur qui a dû quitter le cours. Elle était pleine de rage et ça se voyait dans ses yeux, dans son regard. Et c'est pas du tout ce qu'on aime voir. Elle me fait penser un peu à une Alizé Cornet qui était comme ça aussi avec son entraîneur. Et on l'évoquait sur les émotions des joueuses précédemment. Il faut absolument savoir les cadrer, les canaliser pour pouvoir passer une étape supérieure. Pour sa défense, Alizé Cornet, qui est déjà venue 2-3 fois dans mon podcast et qui est vraiment quelqu'un d'adorable, elle expliquait dans un des podcasts avec Philippe Dehaze, avec qui elle s'entend bien aussi, comment elle arrivait dans des états comme ça sur le terrain, qu'elle arrivait vraiment pas à se contrôler et voilà, elle a eu beau travailler là-dessus, c'était vraiment quelque chose de compliqué et ils étaient un peu leur souffre-douleur, mais elle a essayé d'évoluer dans une meilleure perspective au fil de sa carrière. Mais voilà, effectivement, Elsa Jacquemot, qu'on avait déjà vu un petit peu péter un câble contre Marta Kostiuk. L'entraîneur n'était pas encore sorti du terrain, ça n'aurait su tarder. C'est chose faite. C'est chose faite. Bon, eh bien, qu'est-ce que nous avons encore regardé? Coco Gauff n'a fait qu'une bouchée de Danilovic. Alors, Coco Gauff monte en puissance. Lors de son interview d'après-match, elle a avoué qu'elle s'était inspirée un petit peu de Carlos Alcaraz dans l'exécution de ses amortis. Parce que c'est vrai que face à Danilovic, elle a fait 7 amortis. Et elle dit, j'ai jamais eu ce taux-là de réussite. Donc, je me suis un petit peu inspirée de Carlos et ça a marché. Et même au niveau de son service, ça s'améliore petit à petit. Elle n'a fait que 4 doubles fautes dans ce match-ci face à la Croate. Et elle a une stat de 84% de points gagnés derrière sa première balle. Donc c'est tout bon, ça évolue bien. Les changements et les améliorations techniques sur lesquelles elle a beaucoup travaillé pendant l'intersaison ont l'air d'être intégrés doucement par l'américaine et c'est tout bon en vue de ce qu'il attend dans ce haut de tableau. Mais comme tu le dis, elle essaie forcément de prendre certains aspects du jeu de celui d'Alcaraz qui a l'air parfait. Moi, je t'avoue, je le fais aussi quand j'essaie de jouer au tennis, de m'imprégner d'Alcaraz. Ça va peut-être un petit peu moins bien que pour Coco Gauff. Mais elle s'est confiée justement sur ses amortis qu'elle a faites. C'est vrai que c'est une joueuse plus du fond du court, on a l'habitude, de la voir taper et être moins délicate en fait sur un court moins peut-être technique. Et elle me dit, bah, honnêtement, elle dit en interview, honnêtement, je me dis toujours que l'amorti est une mauvaise idée. Et puis je le réussis, je me dis, ah, c'était bien, c'est un bon coup, jusqu'à ce que je le rate. Mon entraîneur m'a dit de ne pas tenter d'amorti sous pression. Je crois que presque tous les amortis que j'ai tentés aujourd'hui étaient des moments sous pression. Ça a marché, alors on verra. Donc voilà, on peut s'attendre à avoir une Coco Gauff qui change, et elle s'essaie toute, hein, Sabalenka, aussi essaie de voilà compléter sa palette technique. Et j'ai envie de rappeler une statistique. Bah, depuis 2022, Coco Gauff, elle fait partie de 4 joueuses, un cercle très fermé, avec Sabalenka, Swiatek et Svitolina, à être invaincues au deuxième tour des tournois du Grand Chelem en simple. Elle a 14 victoires au deuxième tour des Grands Chelems. Et au prochain tour, Coco Gauff affrontera une de ses compatriotes, Hailey Baptiste. Alors, la Britannique Emma Raducanu, 28e tête de série, est-elle sortie au deuxième tour, battue en 2-7 par Anastasia Potapova. C'est une belle victoire pour la joueuse russe. Ouais, c'est une vraie et belle grande victoire pour elle, cette 6-6-2. On l'a remarqué déjà hier, hein, elle avait perdu le premier set 3-6, elle était menée 1-5 et elle finit par l'emporter. Donc un symbole de résilience aussi qu'est cette joueuse Potapova. C'est son premier troisième tour depuis 2021 à l'Open d'Australie et son premier troisième tour simplement en Grand Chelem depuis 2024. Et quand on mène dans un match face à elle, faut toujours faire attention parce qu'elle peut revenir à tout moment et elle le prouve de tour en tour. Et Emma Raducanu, c'est une joueuse que je suis depuis longtemps parce que elle a été entre les mains de Philippe Dehaze pendant un petit moment, juste avant que la période du Covid vienne un petit peu tout gâcher. Mais donc, j'aime bien suivre son évolution et ça fait un peu mal au cœur de la voir comme ça, ne plus performer comme elle a pu le faire en remportant ce fameux US Open 2021 quand elle avait 18 ans. Elle avait marqué l'une des plus belles pages de l'histoire du tennis en devenant la première joueuse issue des qualifications à gagner un grand chelem sans perdre un seul set sur l'ensemble du tournoi. Maintenant, depuis, elle n'a plus beaucoup de résultats en grand chelem. Son meilleur résultat, c'était un 4e tour à Wimbledon en 2024. Mais c'est vrai que l'an dernier, elle a
pas été en deuxième semaine non plus. Elle a fait 3e tour à l'Open d'Australie, 2e tour à Roland-Garros et puis à l'US Open. Mais là, elle a remporté son premier match à Flushing Meadows depuis 2021 avant de s'incliner face à Elena Rybakina au 3e tour. Mais on aimerait bien la voir plus fit sur une saison complète. Elle a été pas mal blessée depuis 2021, pratiquement jamais capable de terminer une saison complète. Et ici, l'année passée aussi, elle a mis fin prématurément à sa saison en raison d'une accumulation de problèmes physiques. Elle s'était retirée des tournois de Tokyo et de Hong Kong en fin d'année pour se concentrer sur sa récupération. Et là, en début d'année, en United Cup, elle est arrivée dans une forme de nouveau un peu fragile. Elle a dû se retirer d'un match contre Naomi Osaka à cause, cette fois, d'une blessure au pied. On lui souhaite en 2026 d'être un petit peu plus fit. Je sais qu'elle teste aussi des nouvelles raquettes, ou en tout cas elle en a testé. Bon, peut-être que ça lui apportera quelque chose de nouveau dans son jeu. Oui, et aussi peut-être parler, parce qu'elle est, comme tu l'as dit, elle a gagné à 18 ans un grand chelem, et je me souviens très bien, c'était la folie à ce moment-là, quand elle gagne cette US Open en sortant des qualifications. Et elle devient directement une égérie de toutes les marques, l'égérie de Porsche et de marques de montres de luxe. Et est-ce qu'à 18 ans aussi, ça fait pas un gros coup sur la tête, peut-être même trop, elle s'en est pas rendue compte à ce moment-là. Peut-être n'a-t-elle pas aussi dévié un peu du cadre du tennis, et c'est tout à fait compréhensible. À 18 ans, on le voit aussi avec des joueurs de foot et d'autres sportifs comme en NBA, ben, on perd peut-être un peu la tête. C'est peut-être ce qui s'est passé. Elle était invitée à gauche, à droite aussi dans plein de Ouais. cérémonies. Ça a peut-être joué dans ce qu'est Emma Raducanu maintenant. Alors, au box-office aussi des rencontres du jour, il y avait le match attendu entre Mira Andreeva et Maria Sakkari. Il a un petit peu fait pchit parce que Mira Andreeva, elle est sur un nuage, elle est en mission pour l'instant, et après avoir gagné un tournoi la semaine dernière, elle continue sur sa lancée. Elle a gagné en 1h08, 6-0, 6-4 face à la joueuse grecque. Oui, c'est clair, comme tu parles de box-office, on s'attendait à un véritable blockbuster parce qu'on voit Sakari qui revient bien. Et finalement, bon, on a été déçus par la fin de ce film. 27 fautes directes pour la grecque en 1 heure, c'est vraiment énorme. Peut-être que Mira a provoqué aussi ses fautes chez Maria Sakkari. Mais dans ce premier set, j'étais vraiment interpellé parce qu'on a vu qu'elle est jamais en fait vraiment rentrée sur ce court. Une statistique qui met en lumière cette Mira Andreeva qui est encore toute jeune, on le rappelle, elle se joint à une liste très fermée, parmi les plus jeunes joueuses du moment à remporter leur 30e match en Grand Chelem au XXIe siècle. Alors qu'il y a dans cette liste fermée, il y a Nicole Vaisidova à 18 ans et 1 mois. Il y a Maria Sharapova à 18 ans et 2 mois. Il y a Coco Gauff à 18 ans et 5 mois. Et du coup, Mira Andreeva vient s'insérer dans cette liste à 18 ans et 8 mois. Et à l'échelle de l'Air Open, la plus jeune joueuse, c'est Jennifer Capriati, l'américaine, Ouais. qui a remporté son 30e match en Grand Chelem à 16 ans et 2 mois. C'est-à-dire à quel point, voilà, il y en a qui le feront jamais durant leur carrière. Eh ben, à 16 ans et 2 mois, c'était fait pour elle. Et moi, je me demande dans quelle mesure elle va pas remporter son premier grand chelem en 2025, Mira Andreeva. On s'était dit que ce serait peut-être l'année dernière, mais elle a un peu stagné, je trouve, Mhm. l'année passée. Elle avait beaucoup de pression sur ses épaules. Elle reste très jeune. Quand tu regardes, c'est une joueuse extrêmement complète qui travaille sans cesse sur tous les atouts Mhm. qu'elle a dans son jeu. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'on pense qu'elle stagne un peu. Elle peut jouer contre tout le monde. Elle s'adapte à tous les types de jeux et sur toutes les surfaces. Je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de Oui. temps. Elle a expliqué dans son interview d'avant Australian Open qu'elle avait beaucoup travaillé dans l'intersaison, à la fois techniquement, mais aussi mentalement, pour être une Mhm. meilleure personne sur le terrain, parce qu'elle aussi, on l'a déjà vu péter des câbles avec sa coach, Conchita Martinez, et l'envoyer bouler ou bien balancer des balles dans les tribunes. Derrière son petit air d'enfant sage, c'est pas une mince affaire de Mira Andreeva sur le terrain. Et elle disait qu'elle était plus confiante, qu'elle avait décidé d'avoir un nouvel état d'esprit parce qu'elle avait analysé pas mal de matchs et vu qu'elle s'énervait souvent sur son clan, etc. Et qu'elle avait décidé de devenir un peu plus intelligente, écouter son équipe aussi davantage plutôt que d'être bornée à vouloir uniquement faire ce qu'elle avait décidé de faire. Donc ça peut peut-être bien payer en 2026.
Oui, bah, on le voit lors de son dernier match, hein, à l'interview d'après-match sur le court. Elle va directement taquiner un peu son entraîneuse, son entraîneur Conchita Martinez, en lui faisant une blague. Bah, qu'est-ce que tu fais là sur le coin du court? Tu sers pas à grand-chose. Je me remercie moi d'avoir fait ce match. Donc elle rigole, mais aussi elle peut parfois dériver, commencer à crier. On parlait d'Elsa Jacquemot, commencer à crier aussi sur son clan en plein match, et ça mène parfois à une perte de nerfs. On l'a déjà vu pleurer sur le court et être au bord des larmes, et c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas reproduire. On l'évoquait aussi également hier, ça donne des indications à son adversaire, et je trouve qu'on le voit directement, elle a une attitude plus positive, en tout cas en ce début d'année, et je suis curieux de voir si elle va savoir garder et être constante, voilà, émotionnellement et psychologiquement sur le court de tennis. Et moi, je vote pour que tu laisses ton mot entraîneuse là où il était, parce que voilà, il n'y a jamais assez de femmes sur le C'est circuit, vrai, pas beaucoup de femmes dans le box et des joueuses, et ça en est une, et ça, il faut le je suis souligner. Donc, d'accord. parlons d'entraîneuse ouvertement, n'ayons pas peur des mots. Et il y a une autre adolescente qui fait des ravages sur le circuit, et je pense qu'elle va avoir une belle année 2026. C'est Mhm. cette Iva Jovic, nouvelle star du tennis américain. Elle joue en ce moment contre Priscilla Hon. Elle lui a mis 6-1 d'ailleurs dans le premier set. Elle a 18 ans, elle a commencé le tennis à 5 ans, et elle est fan, grande fan de Novak Djokovic, également de Shakira pour la petite histoire. Mais elle a été chercher son premier titre l'année passée à Mexico, et apparemment, d'après certains observateurs, elle a beaucoup changé physiquement entre l'année passée et cette année, et donc elle est plus prête à cogner, à jouer des gros matchs sur le circuit. Elle a un rêve, c'est celui de gagner un grand chelem. Elle n'a pas de préférence de surface, ce qui est assez rare pour être signalé pour une joueuse américaine, parce qu'en général, ils aiment quand même mieux les surfaces dures. Ici, elle est OK avec toutes les surfaces. Elle s'est entraînée pas mal sur terre battue dans son pays. Et mais qui sait, on la verra peut-être les 10-11 avril en Belgique, parce que le tirage de la Billie Jean King Cup a eu lieu ici il y a 2 jours. Et eh bien, la Belgique est tombée sur les États-Unis. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le match se jouera en Belgique. On ne sait pas encore où. La fédération est en train de trouver le lieu qui sera le plus approprié pour accueillir les Américaines. Mais est-ce que toutes les stars comme Coco Gauff et Madison Keys ou Jessica Pegula feront le déplacement? Difficile à dire à cette période-là de l'année qui est quand même très intense, mais en tout cas, une Iva Jovic, pourquoi pas, pourrait venir défendre les couleurs des États-Unis. Donc, on pourrait la découvrir à ce moment-là, et on a une revanche à prendre sur les États-Unis, parce que l'année passée, l'équipe de Wim Fissette avait perdu là-bas. Ce que je voulais aussi vous dire, tant qu'on parle des jeunes joueuses, eh bien, Iva Jovic, elle va jouer en double avec Victoria Mboko, qui est passée au troisième tour, la jeune Canadienne. Elle a battu Cathy McNally en gagnant 6 jeux consécutifs, alors qu'elle était menée 0-3 dans le deuxième set. Victoire 6-4, 6-3 donc, et on a un peu plus d'infos concernant l'énorme bandage posé sur son genou gauche depuis le début du tournoi. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure préventive visant à stabiliser son genou après l'avoir étiré la semaine dernière à Adélaïde, où elle avait atteint la finale. Donc tout se passe bien pour l'adolescente aussi, Victoria Mboko. Le tennis féminin est en train de se rajeunir, et c'est super chouette de voir ça. Et puis, un dernier petit mot de ma chouchoute, Karolina Mukova, ancienne protégée de Kirsten Flipkens. Elle s'en est sortie face à Alicia Parks. Match compliqué pour la Tchèque, qui avait perdu le premier set avant d'empocher les 2 suivants. Elle retrouvera Magdalinette au prochain tour, qui a éliminé Anne Lee. Et puis, je disais tout à l'heure que Paolini était en train de dérouler. Eh bien, c'est un peu plus dur dans le deuxième set. Elle mène 4-3 contre Magdalena Fresh après avoir remporté le premier 6-2. Donc, on imagine qu'elle va se qualifier, Yasmine Paolini. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour le tableau féminin, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Louis. Ah oui, petit truc à ajouter peut-être. Tu parlais d'Mboko, on est rassuré de voir que son genou c'est pas très très grave, et on le voit sur toutes ces jeunes joueuses aussi. Il y a de plus en plus de blessures, donc va falloir aussi savoir gérer ces calendriers. On sait que les joueurs se plaignent de cette quantité excessive de tournois et de cette demande à chaque fois de matchs. Alors bon, il y en a certains qui vont faire des exhibitions, ça c'est encore un autre débat, mais on espère pour elle en tout cas que ça va continuer comme ça, que ce sera pas trop grave, parce qu'on sait que c'est le genre de blessure qui peut rapidement mettre fin à une carrière qui s'annonce très très belle.
Alors, il est temps d'ouvrir notre page masculine dans ce podcast. Le chouchou du public jouait en night session, donc ce matin chez nous en Belgique. Alex de Minaur a gagné, quart de finaliste l'an dernier. Il a rencontré Ahmad Medjedovic. On aurait pu croire à une rencontre piège. Ça a été le cas dans le premier set parce que il a concédé la manche 7-6, l'Australien, mais il s'est très bien repris et il a complètement déroulé dans les trois suivantes, 6-2, 6-2, 6-1. Donc Medjedovic aura tenu, mais pas assez longtemps pour faire peur aux Demon. Alors de Minaur, eh bien, on a vu qu'il était plutôt à l'aise dans ces conditions de night session. Je pense que comme il met pas beaucoup d'effets dans ses balles, c'est des conditions un petit peu plus lentes qui lui conviennent bien. Bien sûr, c'est un tour qui lui convient bien. Pendant ce premier set, on connaît Aban Medjedovic qui avait été le petit poulain en fait de Novak Djokovic, qui a aidé à voilà financer sa carrière. On sait à quel point ça coûte cher. Le Serbe avait d'ailleurs dit j'aurais aimé moi que quelqu'un soit là pour moi pour financer ma carrière et m'aider à avoir des kinés, des médecins et tout ce genre de choses, des statistiques aussi, des aides statistiques. Et ce premier set, c'est un grand serveur, Ahmad Medjedovic. Il sert à 81% de points gagnés derrière sa première balle. On sait que De Minaur, c'est pas le plus grand. Pourtant, il retourne extrêmement bien. Donc, on s'est dit, bon, il y a un orage. Pour l'instant, pour Alex De Minaur qui va perdre ce premier set. Et puis, après cet orage, bon, il y a l'éclair qui jaillit et directement dans ce deuxième, troisième et quatrième set. De Minaur, on va le retrouver comme on le connaît, être partout sur le terrain. Medjedovic va aussi évidemment ralentir au niveau de sa première balle. Il va passer que 57% de points gagnés derrière sa première dans le deuxième, 58% dans le troisième. Forcément, ça aide quand on connaît les qualités de De Minaur. Et j'ai hâte de voir De Minaur plus loin, éventuellement affronter, je n'ai pas regardé les parties de tableau, si ça va être contre éventuellement un Sinner ou un Alcaraz. Ouais, il n'a jamais souvent performé contre ces deux-là. De Minaur, il est dans la haute partie du tableau et il est sur la route potentielle de Carlos Alcaraz, mais on aura l'occasion d'en reparler tout de suite. Je vais d'abord juste faire un petit crochet par la night session qui a aussi vu triompher Alexander Zverev. Il a battu Alex Müller, 52e mondial. On pensait que Alex Müller pourrait peut-être un petit peu bousculer Zverev. Il n'a pas réussi à le faire suffisamment. Je pense qu'il était encore un petit peu émoussé de son précédent tour face à Alexei Popyrin où il a dû batailler en 5-7, victoire 7-6 au cinquième set. Mais après la perte du premier set, il est quand même parvenu, le Français, à redresser la barre en alignant 7 jeux consécutifs pour revenir à un set partout. Mais dans la troisième manche, Müller a manqué l'occasion de breaker et de mener 2-0. Je pense que c'est là où beaucoup de choses se jouent. Et puis, il s'est complètement frustré. Il râlait pas mal sur le terrain et il a lui-même été breaké pour ensuite laisser filer Zverev dans la troisième et la quatrième manche. À noter que Zverev a appelé le kiné dans ce début de quatrième manche. Il semblait avoir un petit souci à la cheville gauche, mais lors de son interview d'après-match, il a expliqué que c'était juste par précaution parce qu'il avait ressenti quelque chose, mais qu'a priori, il y avait rien de trop grave. Il avait pris un antidouleur et c'était passé. Et ça devrait aller dans les jours suivants. Bon, on est toujours un peu en alerte quand on voit Zverev se toucher la cheville, mais je pense que ce n'était pas la même cheville qui avait été touchée à Roland-Garros. Donc voilà pour Sacha Zverev qui passe au troisième tour. Bon, on peut toujours le rappeler, il est 3 fois finaliste en Grand Chelem, à l'US Open contre Dominic Thiem, à Roland-Garros, on s'en souvient, contre Carlos Alcaraz, et en Australie en 2025 contre Yannick Sinner. Alexandre Müller avait déjà battu Zverev, donc on se disait bon, pourquoi pas aussi éventuellement mettre Ouais. un doute chez l'Allemand, parce qu'on sait il est pas non plus extrêmement en confiance. On a eu une belle bataille dans les on va dire les 2 premiers sets, et après ça c'est un peu plus compliqué pour le Français, mais comme tu le dis, sûrement émoussé de son premier tour contre Popyrin. Ouais, un super joueur, Alexandre Müller, très sympa, très simple et surtout un gros combattant quand on sait que il est touché par la maladie de Crohn et qu'il va quand même au charbon sur ce circuit, qu'il fait des performances exceptionnelles. L'année passée, il a grimpé au classement. C'est vraiment un joueur que je vous invite à regarder jouer et effectivement, j'ai cru qu'il allait pouvoir revenir éventuellement dans le quatrième set, dans la fin du quatrième set. On l'a vécu à distance tous les deux, C'est ça. Louis, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc
dommage pour le français. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, Louis, de Carlos Alcaraz? Il poursuit, en tout cas, son entrée en matière tranquille dans cet Open d'Australie. Le numéro 1 mondial a dominé Yannick Hanfmann en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2, malgré une première manche assez serrée. Hanfmann a quand même bien résisté dans le premier set, mais il n'a pas su tenir la cadence. Et il y a quelque chose qui était assez intéressant à retenir dans l'interview d'après-match sur Eurosport de Carlos Alcaraz, c'est qu'il a expliqué qu'il jouait un peu trop vite dans le premier set, qu'il frappait trop fort. Alors ça, c'est assez rare pour être souligné, et que c'est ce rythme qu'il avait imposé convenait un peu trop aux joueurs allemands, et donc il avait dû réduire un petit peu la voilure et frapper moins fort. Et c'est amusant parce que dans les statistiques données par l'ATP, son coup droit était 15 km/h moins puissant que le tour précédent. Donc il a vraiment réduit la puissance de son coup. J'ai trouvé ça super intéressant de changer le rythme comme ça de sa part. Voilà, Carlos Alcaraz, il continue, il est bien là. Oui, il est bien, il est sur son petit bateau de croisière, et il va continuer à aller jusqu'au port, je pense. Et c'est vrai, c'est la particularité aussi des grands joueurs. Voilà, les joueurs du top 50 ont toujours dit qu'est-ce qui fait aussi qu'on est différent, et que surtout Nadal, Federer, Djokovic sont différents, c'est parce qu'ils savent s'adapter à leur adversaire. C'est la particularité, on va dire, des grands joueurs. Ils sentent le jeu, ils savent l'analyser au moment même et pas après le match quand c'est terminé. Ils savent trouver les contres, les tactiques. C'est ce qu'Alcaraz fait. C'est la marque des très grands. Rafael Nadal et Djoko étaient vraiment les pros. Donc c'était pas savoir uniquement écraser son adversaire. Raphaël Nadal, les autres joueurs l'expliquaient bien. Il savait aussi faire déjouer ses adversaires. Il a dû le faire notamment sur gazon quand il arrivait à Wimbledon, changer son style de jeu, s'adapter à ses adversaires, parce que son jeu convenait évidemment extrêmement bien à la terre battue, moins sur le gazon. C'est ce qu'il a su faire, et c'est ce que fait Alcaraz. Donc c'est remarquable. Et je pense que c'est pas plus mal qu'il ait comme ça un set un peu plus compliqué à jouer, devoir trouver les solutions, et puis ça lui fait un petit peu d'heures passées sur le court pour monter en intensité. Je trouve que c'est pas plus mal. Eh bien justement, tu parles de temps joué sur le court, et il a duré 2h44 ce match, et il s'agit en fait de la victoire en 3-7 la plus longue de la carrière de Carlos Alcaraz en Grand Chelem. Donc c'est dire que quand généralement il va en 3-7, ça dure moins de 2 heures, en 3-7 sec. Et une autre statistique, et pas des moindres, Carlos Alcaraz est invaincu en Grand Chelem face à des adversaires qui sont classés au-delà de la 100e place mondiale sur le circuit ATP, 22 victoires. Et dans ces 22 victoires, il y en a 12 qui sont en 3-7 sec. Donc, quand il affronte quelqu'un qui est hors du top 100, généralement, ça va mal se passer pour lui. C'est un véritable rouleau compresseur Carlitos. Et on remarque aussi, on a parlé de son adaptation à Carlos Alcaraz, mais on remarque aussi des changements dans le jeu de l'Espagnol. Et on a vu pendant cette période foncière, ici en décembre, Carlos travaillait sur son service. On a vu tes vidéos sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, avec un panier de basket, et on s'est demandé ce qu'il faisait. Le panier de basket était réglé à une bonne hauteur pour améliorer son lancer. Et ça en a fait, voilà, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, surtout Novak Djokovic qui en a rigolé parce qu'il s'est dit, mais ça ressemble très très fort à ma prise de service, à la manière dont je sers. Et effectivement, Carlos ne s'en est d'ailleurs pas caché. Il veut imiter la qualité de service de Novak Djokovic, qui s'est amélioré au fil du temps de manière incroyable. Il en avait parlé avec un de ses coachs de l'époque. Il servait en moyenne à 185. Il a réussi à passer au-dessus des 190 juste en changeant en fait sa technique de service. Et Novak Djokovic a déclaré lors de cette conférence de presse, et ça a fait rire tout le monde, les journalistes comme lui évidemment. Quand j'ai vu cette vidéo de Carlos, j'ai directement envoyé un message, et il lui dit, bah, il doit évidemment me payer des droits d'auteur pour avoir recopié son service. Il s'améliore vraiment dans ce compartiment du jeu. Carlos Alcaraz, il arrive à toucher toutes les zones, comme ça il est de plus en plus précis. S'il peut améliorer ça, ça va faire des dégâts. Et le Chansard, je ne sais pas si tu as vu ça, il a joué au golf avec Roger Federer. Alors, il y a quelqu'un qui lui a demandé d'ailleurs après, tiens, comment il est le golf de Roger, et il a dit, bah, il est à peu près aussi beau que son tennis. Donc c'est dire
si Roger est multitalent. Oui, je pense que si Roger ouvre un restaurant demain, il a 3 étoiles directement. Donc voilà, il fait partie aussi de ces gens qui sont touchés par la grâce. C'est bien que tu le dises. Et aussi pour la petite anecdote sympathique, Carlos Alcaraz a été questionné sur son éventuelle volonté de mettre un nouveau tatou sur son corps s'il gagnait l'Open d'Australie, puisqu'il est à la recherche d'un carrière Grand Chelem, hein, donc d'aller chercher les 4 tournois du Grand Chelem dans une carrière. Et il a dit qu'il avait déjà réfléchi que ce serait sur la jambe. Donc un petit kangourou sur la jambe. Voilà, c'est dans les cartons. On verra ce que ça donne évidemment en fin de tournoi. Et au prochain tour, eh bien Carlos Alcaraz rencontrera pour la première fois de sa carrière Corentin Moutet, qui a profité de l'abandon de Michael Zeng. Le Français menait 2-7-1 et 2-0 face à ce jeune Américain issu des qualifications qui avait créé la sensation au premier tour en battant Sébastien Corda en 5-7. Mais ses efforts de la veille lui ont malheureusement coûté cher face à Corentin Moutet. Il était apparemment gêné par une douleur aux adducteurs. Et Corentin Moutet face à Carlos Alcaraz, ça peut être sympa. Ça peut donner lieu à quelques échanges bien sympathiques. Ouais, ça va comme souvent avec Corentin Moutet, et on le sait qu'Alcaraz n'est pas le dernier pour faire aussi le show. Ça peut être électrique. Corentin peut l'embêter pendant un set, à mon avis, mais il est tellement peu puissant. Alors on sait qu'il a une main extraordinaire, Corentin Moutet, peut-être la plus belle main du circuit actuel. Je parle en termes de technique et de beauté d'amorti, de coups un peu excentriques. Ça va être un match Carlos est pas qui mal va faire aussi. des étincelles. Carlos est évidemment pas mal, mais Carlos a toujours une recherche d'efficacité, ce que Corentin Moutet n'a pas toujours quand il essaie de réaliser ce genre de coup. On a pu le voir lors d'un match où il laissait un coup entre les jambes et il finit par perdre son match. Oui, ça, ils n'ont pas oublié les Français, c'est sûr. Nuno Borges, lui, poursuit sa belle aventure australienne. Il a battu Jordan Thompson, le Portugais, qui, d'après les statistiques, accroche-toi, est le meilleur joueur à la volée depuis le début de la saison. En termes de pourcentage de points gagnés au filet, il est à 75% de réussite, donc très belle efficacité dans ce Mhm. secteur du jeu. Et il n'est pourtant pas le joueur le plus Non. offensif du circuit quand on voit déjà rien que sa taille, mais c'était une statistique que je trouvais intéressante à vous glisser. Et il va jouer au prochain tour face à l'excellent Lerner Tin. Fabian Marozan, autrement en forme de ce début de saison, a sorti facilement Kamil Mashrak, lui qui avait lâché 62 coups gagnants contre Arthur Rinderknecht au premier tour. Nouvelle belle performance ici pour Fabian Marozan avec 49 coups gagnants. Attention aux Hongrois qui, dans un bon jour, peut sortir n'importe qui. Ce sera face à Medvedev au prochain tour, donc un autre gros match à suivre. Et oui, Quentin Alice a fait de la résistance face à Daniil Medvedev, mais il a fini par céder en 4-7 après avoir empoché le premier au tie-break et après avoir breaké en début de second set. Plutôt une belle performance pour le Russe parce que Quentin Alice, il peut être vraiment très difficile à jouer. On vous parlait mardi de l'état de forme de Medvedev qui affiche un bilan de 7 matchs à 0 gagnés en ce début d'année. Sa meilleure entame de saison depuis 2021 et 2021. Qu'avait-il fait cette année-là, Louis? Eh bien, il avait atteint la finale de l'Open d'Australie et il avait gagné l'US Open. Voilà, donc c'est de bon augure et c'est son premier troisième tour en Grand Chelem depuis 2024. Daniil Medvedev. Oui, il reprend des couleurs et on le dit maintenant, à chaque fois qu'il joue, il est complètement satisfaisant. Et il l'a dit après en conférence de presse, il l'a écrit sur la caméra, la fameuse caméra que les joueurs signent après avoir gagné leur match, not 5 sets, parce il sentait que aussi ça pouvait un peu basculer contre Quentin Alice. On le sait, Quentin qui est très bon au filet, qui est capable vraiment d'embêter ses adversaires, alors qu'il y a peut-être parfois aussi des manquements physiques. Mais on en parlait dans notre tout premier podcast, on semble retrouver vraiment l'ancien Daniil qu'on l'on a adoré regarder. Et justement, on lui a posé la question après son match. Vous semblez retrouver cette forme d'antan. Est-ce que c'est juste? Honnêtement, je jouais beaucoup mieux à Brisbane, répond Daniil. Je n'arrive pas encore à m'adapter à ce cours. J'ai l'impression qu'il manque un peu de puissance dans mes frappes. Mais c'est positif, car même si on enchaîne les victoires pendant le tournoi, on retrouve
progressivement ses marques. Et effectivement, tous les joueurs le disent, on monte en puissance au fur et à mesure du tournoi. Et comme tu le dis, Christelle, Daniil va ajouter, je joue nettement mieux. C'est la première fois depuis 2 ans que j'atteins le troisième tour d'un Grand Chelem. Alors je suis ravi. Petite statistique, Daniil Medvedev a d'ores et déjà remporté plus de matchs en Grand Chelem cette année que sur l'ensemble de la saison dernière. La saison dernière, il n'en avait remporté que un. Évidemment, il est au deuxième tour, il en a remporté deux. Et une autre stat qui évoque la constance de Daniil, depuis son début sur le circuit ATP en 2016, c'est seuls 3 joueurs ont remporté plus de matchs en simple en Grand Chelem que Daniil Medvedev, Nadal, Djokovic et Zverev. Donc il est quand même la troisième pièce qui aussi arrive avec Alcaraz et Sinner. On sent que c'est quand même la première personne qui peut essayer un petit peu de rivaliser avec eux. Et éventuellement, je n'oublie pas Novak Djokovic. Éventuellement. Alors, match solide aussi du Kazakhstanais Alexander Bublik. Il a sorti le Hongrois Marton Fucsovics en 3-7, 7-5, 6-4, 7-5. Il jouera Thomas Martin Etcheverry au prochain tour. Tombeur d'Arthur Ferry, la surprise britannique qui avait gagné contre un Flavio Cobolli, rappelez-vous, malade au premier tour. Oui, à 28 ans, c'est la première fois que Alexander Bublik rejoint ce troisième tour. Donc il est vraiment en forme. Je me demande parfois quand même quand je le vois jouer si c'est pas un robot ou son cousin qu'on a mis sur le terrain parce qu'il est complètement changé. Il dégoupille absolument pas. Même quand ça va un tout petit peu moins bien pour lui, il reste focus. Il bat quand même un Fucsovics en 3-7. Moi personnellement, je m'y attendais pas. En tout cas avec cette régularité-là. Non. Je m'y attendais pas. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les prochains tours. Il va jouer, comme tu l'as dit, Thomas Martin Etcheverry. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu sa célébration avec les fans argentins. Je parlais des fans turcs tout à l'heure. Ouais, Les fans argentins qui sont complètement fous aussi. Ça fait du bien à voir. Une célébration où ils ouais. finissent par chanter sur le court tous à l'unisson. Ça peut donner quelque chose de bien contre Alexander Bublik. Oui, et ils sont un beau contingent argentin. Ouais. On parlait de Sébastien Baez la dernière fois. Il y a aussi Francisco Cerundolo qui s'est facilement débarrassé de Damir Dzumhur. 2 bons premiers tours donc pour Cerundolo et un gros client latent au prochain tour puisqu'il rencontrera Andrei Rublev. Et en parlant de Rublev, eh bien, il a battu Jaime Faria, le tombeur d'Alexander Blocks, victoire en 4-7. Mais le Portugais a été auteur d'un gros match, franchement impressionnant dans cet Open d'Australie. Et après cette rencontre, Rublev est revenu d'ailleurs sur son interview de la veille, dans laquelle il disait ne pas connaître du tout son adversaire. Ben là, il a un peu fait connaissance. Et franchement, c'est chouette pour des joueurs comme ça, de ce calibre un peu moins connu, de venir se montrer et de performer. C'est un peu comme un jeune artiste qui va venir sur la scène de la Star Academy. Et ben ici, c'est une belle vitrine pour Jaime Faria, qui a été auteur d'un beau match contre Rublev. Oui, Jaime Faria qu'on apprend à connaître, et exactement comme Rublev, en fait, il apprend à connaître aussi Jaime Faria. Il a déclaré, je ne le connaissais pas du tout, mais après quelques recherches, j'ai vu que l'an dernier, c'est vrai, je l'avais oublié également, qu'il y a un an, il avait pris un set à Novak Djokovic au deuxième tour. Son service et son revers sont exceptionnels, il se déplace bien, il est très combatif. En le regardant jouer, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il devait passer par ces qualifications? Donc voilà, surprenant ce Jaime Faria parce que c'est un joueur portugais, il y en a peut-être un peu moins maintenant sur le circuit. On a, je pense à Borges. Il y a une belle petite génération qui Mhm. arrive du côté du Portugal. On lui a demandé à André Rublev, donc tu vas faire quoi du coup de ta journée de demain? Il a répondu café, sommeil, entraînement et sommeil. C'est tout. On lui a également parlé de sa coupe de cheveux parce qu'elle ressemble petit à petit à celle de Marat Safin. Il les laisse pousser. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir ça, allez-y. Mais c'est juste qu'il devait les couper à New York et il dit qu'il a pas eu le courage de le faire, donc il les laisse pousser. À vous de juger si ça lui va bien ou pas. Ah, ils forment un beau petit duo, ces deux-là. Marat Safin et Andrei Rublev. Là, je dois dire que ça doit être sympa d'aller boire un petit scotch avec eux en dehors des matchs et en dehors des tournois. Et dans cette haute partie de tableau, match solide aussi de Tommy Paul face à Tirante, tiens, un autre Argentin, 6-3, 6-4, 6-2. L'Américain est en feu en ce début de saison. 2 premiers tours de très haut niveau pour Tommy Paul qui a l'air bien confortable sur court extérieur, dur extérieur. Il avait 23 ans, Tommy Paul, quand il avait été demi-finaliste à Melbourne pour la première fois. Et au prochain tour, eh bien, il affrontera Davidovich Fokina. Davidovich Fokina qui s'en sort en 5-7 face à Opelka après avoir mené 2-7-0. Dans le 4e set, il s'est offert une balle de break, mais il a complètement loupé son coup pour permettre au géant américain de revenir à 2-7 partout. Et l'Espagnol s'est fait peur, mais a de nouveau fait preuve de résilience et d'une belle combativité.
petite statistique, depuis le début de la saison 2020, Alejandro Davidovich Fokina a désormais joué le plus grand nombre de matchs en 5-7 en Grand Chelem. Il dépasse ainsi Tommy Paul et Karen Khachanov. Il a joué 17 matchs en 5-7, donc il est vraiment coutumier du fait. Et je crois qu'on arrive tout doucement au bout de ce que on devait vous dire pour cette nouvelle journée à l'Open d'Australie. Je vous précise juste que Frances Tiafoe est sur le point de se faire rejoindre par Comesana, un autre Argentin. Même si Tiafoe avait remporté les 2 premiers sets, il est en train de perdre dans le 4e. Donc ce sera, à mon avis, ça va se jouer dans la 5e manche. Et pour clôturer ce podcast, je vais vous parler quand même des quelques résultats belges qu'on a à vous partager. Elise Mertens et sa nouvelle partenaire Zhang ont passé le premier tour en double dame. Elles ont gagné 6-4, 6-2 contre Kalinskaya et Cirstea. En revanche, ça ne passe pas pour Magali Kempen et sa partenaire tchèque Siskova. En même temps, elles avaient un gros challenge. Elles affrontaient Siniakova et Townsend, numéro 1 et 5 mondial. Elles se sont quand même très bien défendues, 6-3, 6-4. Même chose pour Joran Vliegen, son Australian Open est déjà fini avec son partenaire uruguayen Ariel Bayard. Mais eux aussi ont très bien résisté face aux têtes de série numéro 1 du tournoi, Julian Cash et Lloyd Glasspool. Ils ne se sont inclinés que 7-6, 6-4. Belle résistance pour Joran Vliegen. Oui, oui, franchement, quand on sait que c'est un duo qui se met petit à petit en place et qui joue les têtes de série numéro 1, c'est quand même un résultat honorable et de bon augure pour la suite de la saison, parce qu'on le sait, quand on joue en double, on est aussi voué à jouer contre des pairs qui sont pas forcément habitués à jouer ensemble, donc ça annonce quand même du bon pour la suite. Et puis Raphaël Collignon et Zizou Bergs ont finalement aussi joué en double. Il subsistait encore des doutes sur le fait s'ils allaient être capables d'être alignés ou non. Et finalement, ils sont montés sur le terrain, mais ils ont perdu contre les invités australiens Litu et James McCabe. Donc voilà, défaite pour Zizou et Raphaël Collignon qui vont pouvoir rentrer en Belgique et préparer la Coupe Davis du mois de février qui les attend en Bulgarie. Mais voilà, on arrive au bout de ce podcast. Louis, merci beaucoup pour toutes ces informations magnifiques que tu nous as apportées comme chaque jour. Je te dis rendez-vous à demain. Ouais, ben écoute Christelle, c'est un grand plaisir. À demain, je vais aller me reposer devant peut-être le dernier set, le 5e set alors de Frances Tiafoe, qui se fait remonter par un Comesana qu'on avait vu d'ailleurs à Bruxelles. Ben non, ça y est, il vient de s'imposer. Ah. Frances Tiafoe s'est finalement imposé. Donc Bon voilà, ben, il n'y aura pas de 5e set. Tu peux aller dormir. oui, 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 Frances Tiafoe m'offre une balade parce qu'il y a du soleil à Bruxelles, on va en profiter. Donc voilà, c'est le programme avant la journée de demain et l'émission de demain. Merci beaucoup à tous d'avoir été au rendez-vous, d'être fidèles au poste. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de podcast. Mettez-nous une petite étoile si vous aimez ce qu'on vous propose et passez une excellente soirée. À demain, ciao.